Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur ma routine créative. Depuis, ma vie a beaucoup changé. Du coup, j'ai eu envie de partager avec vous une semaine complète de ma vie d'autrice. Vous montrer l'envers du décor et très concrètement à quoi ça ressemble de faire ce métier. Lundi. En général, le lundi, je consacre la journée à faire de l'administratif. Alors c'est pas très glamour et pourtant c'est une part très importante de mon temps et même de plus en plus importante depuis les réformes mises en place. Bugs divers, informations contradictoires, bref. Comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, je m'arrache les cheveux depuis le début de l'année. Histoire de partir du bon pied, je dresse une to-do list. Je consulte mes mails. Je réponds aux plusieurs gens. Messages pour préparer des interventions scolaires, factures à envoyer, suivi de projets, négociations, demandes d'interview. On n'imagine pas le nombre d'échanges qu'a un auteur par jour avec tous les interlocuteurs qu'il est amené à rencontrer. Éditeurs, salons, établissements scolaires, universités, journalistes et j'en passe. Excellente nouvelle par contre, je termine la négociation avec un éditeur pour la reprise de mon premier roman Oraison. Après, je mange en vitesse et j'en profite pour répondre aux coups de fil de la Ligue des auteurs professionnels et de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. En ce moment, des parlementaires suivent notre campagne Extinction culturelle. Du coup, ils cherchent des informations sur les conditions de création des auteurs. D'ailleurs, c'est parti. La Ligue lance une nouvelle campagne de sensibilisation avec des vidéos réalisées par Léa Fredval et scénarisées par Xavier d'Horizon. L'après-midi, fini la paperasse et direction la société de production qui adapte mon roman Les Stagiaires en série pour une séance d'écriture. Il y a eu pas mal de changements de direction sur ce projet et aujourd'hui nous transformons ce qui était un scénario de film en série. Le contexte a changé et on trouve qu'il est beaucoup plus pertinent compte tenu des formats des ouvrages et de l'évolution des personnages de faire une série. Je travaille avec Mohamed, un autre scénariste, et lors de ces séances d'écriture, on met en forme en ce moment ce qu'on appelle une bible, arche narrative, construction des personnages, notes d'intention, etc. Le projet avance à grands pas et je dois avouer qu'on s'éclate. L'écriture audiovisuelle me passionne et à chaque séance, les idées fusent, la structure se précise et les stagiaires prennent encore une toute nouvelle dimension. Le soir, retour à la maison, je me pose, puis j'en profite pour faire une courte séance de défi sablier. J'ai décidé cette semaine de faire mon défi sur un carnet, simplement de l'écriture automatique, sans aucun lien avec un projet en cours pour me vider l'esprit. J'ai souvent besoin d'un court sas de transition, surtout après une journée aussi intense que celle-ci. 21h, je crois que j'aurais bossé plus de 10 heures aujourd'hui. J'ai besoin de souffler. Et c'est l'épisode final de Game of Thrones. On se prévoit une séance avec un ami de longue date, j'ai nommé Nam. Bonjour, voisine. Nam a emménagé à côté de chez moi il y a pas longtemps. C'est un ami à la Friends, il adore débarquer à l'improviste. Bonjour. Oh non. Il reste qui déjà comme dragon? Ah, il en reste plus qu'un. Hein. Oui, comment il s'appelle? Drogon. À Drogon et à son dernier épisode. Non, arrête. Bon, cet épisode aura été clairement pour moi une déception, mais c'est un autre sujet. On va ranger les choses. Mardi, je profite de la matinée pour faire ma séance de défi sablier, encore une fois en écriture automatique. C'est un peu comme un échauffement en fait. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée à l'écriture uniquement. Avec Anne Fleur, on doit avancer dans l'écriture de C'est pas ma faute, et rien de mieux que de se voir pour faire le point. Je retrouve Anne Fleur dans un café parisien. Ce roman, il est vraiment très important pour nous deux. Bah alors là, on s'est posé dans un petit parc avec Sam pour débriefer un peu de ce qu'on a fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un truc qu'on aime bien faire, reparler un petit peu l'esprit un peu apaisé des choses qu'on vient d'écrire, parce que elles viennent de nous sortir du bide, mais il y aura certainement des détails à rajouter, des choses à rajuster. On aborde un sujet qui nécessite d'être vraiment très averti sur ce qu'on va dire. Quasiment pendant 2-3 heures, Samantha elle a cherché des informations sur la thématique là qu'on va aborder, parce que même en termes de lieu, on a cherché du documentaire, on voulait des images, parce qu'en fait on s'appuie vraiment sur des choses dans notre fiction qui sont extrêmement réalistes. Et non seulement on ne veut pas dire de bêtises parce que on aborde des sujets particuliers, compliqués, douloureux. Et c'est vrai que là, du coup, on arrive au chapitre 20 et si on se prépare autant, c'est parce qu'on sait aussi que c'est un chapitre crucial dans notre écriture. Et je pense qu'on a besoin toutes les deux d'être prêtes. On aime bien, en tout cas, faire les choses parfois de façon peut-être un peu trop parfaite. C'est peut-être notre défaut. On se prépare un peu trop avant de se lancer dans le grand vide. Mais en même temps, j'ai la sensation que ces recherches et moments d'écriture aussi où on est deux, où on parle des moments qui arrivent dans notre histoire et on fouille
ces moments-là de façon un peu préliminaire. Après, quand on se voit plus, ça pousse chacune dans notre esprit. Et l'histoire continue d'avancer. En fait, c'est marrant parce qu'on n'a jamais vraiment été bloqué. Hein, on vous a un peu parlé du syndrome du milieu, qui a peut-être été le seul moment où on n'arrivait plus trop à avancer. Mais là, j'ai la sensation qu'on est dans un élan. Nous venons d'ailleurs de signer notre contrat avec notre éditeur, dont nous avons hâte de vous dévoiler l'identité. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Mercredi. Dès le matin, c'est reparti pour l'administratif. En ce moment, c'est la période des redditions de comptes, c'est-à-dire que les éditeurs envoient aux auteurs leur relevé de vente. Mon agent littéraire se charge de vérifier une partie des relevés, mais je passe quand même beaucoup de temps à vérifier ceux qui concernent mes ouvrages qui ne sont pas gérés par l'agence, justement, donc que j'ai signé avant d'avoir un agent. Et franchement, je fais bien. Par exemple, là, j'ai encore remarqué de nombreuses anomalies, notamment sur le relevé d'un éditeur en particulier, qui du coup, après maintes relances, a fini par corriger les sommes et à me payer mon dû. Pour avoir le suivi plus précis possible, je fais un tableau Excel et en fait, chaque année, je compare les chiffres par rapport aux années précédentes. Mes vérifications, elles peuvent être que parcellaires, car sachez que les auteurs n'ont aucun accès direct à leurs chiffres et aucun moyen de contrôle sur les informations. Il m'a fallu des années pour simplement apprendre à déchiffrer ce type de document. Parfois, je vous avoue que ça me décourage. Tout ce temps que je passe à courir après des paiements ou opérer des vérifications, je pourrais le passer à écrire. J'ai vu il y a pas longtemps une citation de Claro sur Twitter. Le problème du droit d'auteur, c'est qu'il est considéré comme un privilège et traité comme un caprice. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression de sans cesse batailler pour obtenir mon dû. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de mes pairs, et c'est pour ça que je m'investis autant dans les organisations de défense des auteurs. Impossible de compter combien de temps bénévole je passe pour la cause, ce serait vertigineux. Dès ce matin, direction le 14e arrondissement de Paris pour aller à la Charte. Cette semaine, j'ai pas de réunion, ce qui est extrêmement rare, car l'une d'entre elles sur les revenus accessoires n'a finalement pas eu lieu. En général, il y a toujours des rendez-vous avec des parlementaires, des institutions ou des concertations, avec le ministère de la Culture ou la direction de la Sécurité sociale. Mais là, du coup, j'en profite pour aller voir l'association. La Charte, en fait, elle est composée d'auteurs jeunesse bénévoles, mais on a aussi quelques salariés, dont par exemple Isabelle et Angélique. En ce moment, on est tous à fond sur la campagne Extinction culturelle, mais en même temps, il faut aussi continuer les projets. Par exemple, Émergence. Alors Émergence, c'est un des projets culturels que porte la Charte pour mettre en valeur la créativité et les auteurs émergents. Le projet, ça s'appelle Émergence, les auteurs pour les auteurs. Le but du jeu, c'est de découvrir les talents de demain, les auteurs et les autrices qui vont être publiés dans les maisons d'édition demain. Et là, donc, on est dans une période où on commence à recevoir les nouvelles. Le concours prend fin le 31 mai. Et on espère avoir 12 nouveaux lauréats, 12 nouvelles lauréates qui seront connues dès septembre quand le jury se réunira. Après ce moment à la Charte, retour à la maison. Je fais mon défi sablier tranquillement dans mon bureau. Puis il est temps de cuisiner car ce soir on reçoit des amis à dîner. Pour moi c'est très important de passer du temps avec les gens que j'aime, surtout qu'en ce moment je travaille énormément. Alors on profite des derniers rayons du soleil. Jeudi, réveil à 5h aujourd'hui car je pars direction le Nord-Pas-de-Calais près de Bailleul à la Villa Marguerite Yourcenar. Le cadre est magnifique. Ici il y a régulièrement des auteurs qui viennent en résidence pour se couper du monde écrire. Ils ont même leur petit potager, j'adore. Autant dire que là, je commence à ressentir la fatigue de la semaine. Au programme, 2 journées de rencontres avec des élèves de 4e et 3e de collèges de tout le département. Pour moi, c'est très important de rencontrer les classes qui étudient mes livres pendant l'année. C'est un moment passionnant. À chaque fois, je veux que chaque rencontre soit unique, que mon enthousiasme soit intact pour faire passer le plus de choses possible. Avec d'autres auteurs jeunesse, on enchaîne les interventions scolaires, on voit les classes, puis on est ravis de se retrouver tous ensemble pour parler. Ensuite, après une journée bien remplie, repos à l'hôtel. J'en profite pour répondre à des mails très urgents, passer des coups de fil, mettre à jour mes réseaux sociaux. Je regarde les planches que Mia m'a envoyées récemment pour le tome 3 d'Alchimia. Il faut qu'on mette en place tout un processus pour l'élaboration de la fin du tome et que déjà s'amorce le plan de communication de la sortie parce que ça va approcher. Après tout ça, j'essaye de faire mon défi sablier mais impossible, je suis trop fatiguée. Du coup, c'est l'heure de dormir. Vendredi, c'est reparti pour une journée d'intervention. Je vois des classes très dynamiques dont certaines ont produit une petite BD sur les stagiaires, j'adore. Plusieurs élèves viennent me voir à la fin des interventions pour me dire par exemple que Alchimia ou encore Nos âmes jumelles, c'était le premier livre qu'ils ont lu de leur vie et que du coup, ils vont continuer à lire.
Ça me fait chaud au cœur, vous pouvez pas savoir. Dans ce cadre, en plein cœur de la nature, je mets mon énergie pour essayer d'apporter un peu de curiosité à tous ces adolescents. On parle des livres, on parle d'écriture, en fait on parle de la vie et de toutes les questions essentielles qui la traversent. Ensuite, rapide séance de dédicace, puis c'est l'heure de rentrer à Paris. On rassemble les bagages et en route vers la gare. Là, je lis un article dans le Point Pop sur pourquoi la fantasy française se vend mal, et franchement, je soupire de désespoir. Pas un mot sur la situation actuelle des auteurs français. Et puis alors le meilleur, ce serait parce qu'ils écrivent mal, bien sûr. Qu'à cela ne tienne, mon défi sablier sera l'écriture de ma contre-analyse de cet article. Arrivé à Paris, c'est la joie de retrouver sa maison, mes fauves, Antoine, mon bureau. Le temps de dîner est pas un instant de répit, parce que si certains sont en week-end, moi demain, je suis en salon du livre. Samedi. Levé 7h et hop, direction Magnan-Vexin pour le salon du livre Croque-Lecture. Je suis contente de retrouver Camille Brissot, mon acolyte de longue date, et tous les auteurs jeunesse présents. Le travail qui est effectué par le professeur documentaliste Sébastien est absolument remarquable. C'est un petit salon mais plein à craquer d'enfants et de parents, plus que ravis de rencontrer les auteurs dont ils ont étudié les livres durant l'année. Je m'appelle Rana, je suis en classe de 3e. C'est vraiment très important cette journée puisqu'elle nous permet de rencontrer des auteurs fabuleux avec lesquels on peut discuter librement et vraiment cet échange humain entre auteurs et lecteurs, je pense que c'est très important, notamment dans la vie professionnelle et personnelle du lecteur. Et la lecture vraiment c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai commencé à lire à l'âge de 11 ans, donc quand j'ai rencontré mon professeur documentaliste, donc la preuve que ce sont les rencontres qui amène à ça et pour moi ça me permet vraiment de m'évader et puis j'ai pu remarquer que j'avais de grands progrès scolaires depuis que j'ai commencé la lecture. C'est vraiment très important donc pour les bénévoles de l'association Croque-Lecture de respecter la rémunération des auteurs puisqu'on vit aujourd'hui dans une société malheureusement où les auteurs ne sont pas appréciés à leur juste valeur, ils n'ont pas assez de revenus alors que sans auteurs il n'y a pas de culture française, il n'y a rien de tout cela et selon moi vraiment c'est très important de rendre aux auteurs ce qui est aux auteurs, de leur montrer qu'ils sont très importants pour nous. C'est convivial, plein de joie et de partage. Voir autant d'élèves se jeter sur les livres, parler de leur lecture, ça fait du bien. Je suis en train de dire qu'il y a un vrai travail qui est fait de préparation sur ce salon de Croque-Lecture puisqu'on a tous fait des rencontres qui ont été méga bien préparées avec des élèves qui avaient lu non pas un mais 2 bouquins, c'est quand même très rare. Voire 3, et il paraît que j'ai pas eu de chance avec seulement 2 bouquins. Et c'est quand même hyper rare et super précieux. Parce que derrière, il y a Sébastien. Parce que Sébastien, exactement. Faire avec. Qui se cache dans un coin. Se cache dans un coin, mais un documentaliste dont il en faudrait plus dans les établissements scolaires. Des vidéos, des Instagram. Ouais, qui les forme, qui les connaît, qui les conseille. Qui motive tout le monde, parce qu'en fait tout le monde a l'air hyper enthousiaste. Moi j'étais au collège de Marine et tout le monde était à fond sur ce projet. Y compris dans d'autres collèges. La documentaliste, la principale. Ah mais il emmène tout le monde derrière lui. Tout le monde, les profs et les élèves. Et les élèves étaient aussi super bien. Ça fait quand même du bien. C'est clair. Quand ça nous arrive. On a envie de revenir quoi. On a envie de revenir, oui. De revenir. La lecture, elle est vraiment essentielle pour nos élèves. Elle permet d'une part tout le travail autour de l'imagination, ça semble vraiment évident. Ça permet de découvrir des univers qu'ils ne connaissent pas. Pour la sociabilisation, je dirais. Et puis, moi je considère que la lecture c'est le meilleur moyen de s'ouvrir aux autres et donc de parler avec les autres de ce qu'on a lu, de conseiller. Et on le dit toujours, mais les meilleures personnes qui conseillent aux autres, chez les élèves, c'est eux-mêmes. Donc voilà, je pense que sur la lecture, il y a tellement de choses à faire, et puis c'est tellement bénéfique pour les élèves que tout le monde devrait lire. Inévitablement, entre auteurs, la discussion glisse sur le contexte actuel, les difficultés de chacun, les réformes. L'inquiétude, elle est palpable. C'est comme ça tout le temps au salon, et puis franchement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Le statut d'auteur était tellement difficile et précaire qu'on a eu des ajustements pour qu'on ne soit pas comme dans toutes les autres professions, parce qu'en fait on dépend de contrat à contrat. Selon un contrat on va gagner tant d'argent sans aucune garantie que cet argent soit pérennisé, donc c'est au coup par coup, il n'y a évidemment pas de chômage. Je connais beaucoup de jeunes auteurs, notamment en bande dessinée, qui vivent des situations familiales très très compliquées. La bande dessinée par exemple, on ne peut pas imaginer faire un album à moins de 6 mois, 1 an de travail. Quand je dis 1 an de travail, ça peut être pas loin de tous les jours, avec des avaloirs qui sont très faibles. Et donc ce sont des vies vraiment d'écureuils dans une cage. Si on arrête de galoper, on tombe, mais on se fait très très mal. Moi personnellement, comme auteur, on va dire
confirmer parce que j'ai déjà pas mal de livres derrière moi, et puis que j'ai un certain âge aussi. En gros, je n'ai plus grand chose à perdre entre guillemets, mais je connais trop de jeunes auteurs ou d'auteurs plus jeunes qui ont vraiment d'énormes difficultés parce que les contrats en gros n'ont pas augmenté depuis parfois 10 ou 15 ans selon les maisons d'édition. On est toujours dans les mêmes conditions de travail. Et de toute façon, le rapport entre un auteur et un éditeur, c'est quand même le pot de terre et le pot de fer. Nous sommes des artistes, c'est-à-dire que c'est notre envie qui est le moteur de notre travail, mais en même temps, les conditions sont telles qu'on doit quand même répondre à un cahier des charges, à un contrat, à des délais. Et donc ça, c'est du métier. Donc on est dans cet entre-deux qui laisse un flou très large à la disposition des éditeurs, qui est très très particulier je trouve et qui mérite un statut particulier. 2019, c'est vraiment une année compliquée pour nous à bien des égards. J'aime mon métier, vous voyez, profondément. Je compte pas mes heures, comme vous l'avez vu en suivant ma semaine. La vie d'autrice, c'est écrire bien sûr, corriger, faire des recherches, réfléchir, coudre et découdre des intrigues. Mais c'est tellement d'autres aspects encore. Lire et analyser des contrats, négocier, tenir une comptabilité, les démarches administratives en n'en plus finir, faire des tournées de promotion, aller à rencontrer les plus jeunes, mettre à jour son site, ses réseaux sociaux, répondre aux lecteurs et lectrices, suivre chaque projet en cours. Et je parle même pas du bénévolat pour les droits des auteurs. Aucun jour se ressemble, aucune semaine non plus. Il n'y a pas de temps mort. Le salon s'achève, je rentre. On est samedi soir. Je vais essayer de monter cette vidéo et de me reposer dimanche. J'ai encore plein de choses à faire, mais si on met aucune limite, autant dire que ça ne s'arrête jamais. C'est un vrai défi, plus grand encore que le défi sablier dans la vie d'autrice. Non seulement fermer la porte de son bureau, mais surtout sortir de son bureau. J'espère que vous avez apprécié de me suivre dans mon quotidien, que ça vous donne une meilleure idée de la façon dont je travaille, de la pluralité de mon métier. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie du fond du cœur de me suivre depuis si longtemps.